t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. La démocratie est aujourd'hui attaquée de toutes parts. De plus en plus de pays voient des hommes forts prendre le contrôle, avec des droits fondamentaux et des libertés personnelles de plus en plus bafouées. De la Hongrie interdisant la Gay Pride à la Turquie réprimant les manifestants, nous examinons cette dérive autoritaire qui n'est pas nouvelle de plus près. Mais avec une interrogation en toile de fond, les États-Unis se sont-ils retirés de leur rôle de gardien de la démocratie ? Et avec de nouvelles frappes israéliennes sur des cibles dans la bande de Gaza et au Liban, ainsi que des attaques de roquettes contre Israël, le cycle de la violence est de retour au Moyen-Orient. Le cessez-le-feu en place depuis peu appartient déjà au passé. Et pendant ce temps, le sort des derniers otages israéliens reste incertain, tout comme les chances d'une paix durable en général. Alors la diplomatie a-t-elle encore une chance et quel doit être le rôle de Bruxelles ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités ici présents. Je me tourne vers vous, Raoul Delcorde, ancien ambassadeur de Belgique en Pologne et au Canada, notamment, mais également professeur en sciences politiques à l'Université de Louvain. Bonjour Raoul. Bonjour. Jérôme Bellion-Jourdan, expert en négociation et ancien diplomate européen aux Nations Unies. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et Michaela Naoum, correspondante à Bruxelles pour Radio France Internationale. Bonjour Michaela. Bonjour. Alors bienvenue à nos invités et merci à vous de nous regarder. Avant de se lancer dans le débat, jetons un œil à un sujet d'actualité dont on a beaucoup parlé à Bruxelles cette semaine. On regarde. Recep Tayyip Erdogan a dit un jour « La démocratie est comme un tramway. Vous le prenez jusqu'à ce que vous arriviez à destination, et après, vous descendez. » Il semblerait que d'autres voyageurs populistes, de Viktor Orban à Donald Trump, aient également atteint leur destination finale. Leur campagne contre les règles démocratiques bat leur plein. Réduire au silence ou intimider les opposants politiques ? Le rival d'Erdogan et maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté pour corruption. Réprimer des minorités ? Le parti hongrois au pouvoir, Fidesz, a accéléré l'adoption d'un projet de loi interdisant les marches des fiertés organisées par la communauté LGBTQ. Attaquer la liberté d'expression ? L'administration Trump a pris des mesures contre les médias qui critiquent le président américain et fait chanter les universités pour qu'elles se conforment à la vision du monde de Trump. Selon l'organisation Freedom House, les droits politiques et les libertés civiles se sont détériorés dans le monde, atteignant leur point le plus bas depuis plus d'une décennie. La démocratie est-elle en train de devenir un modèle obsolète ? Alors on le voit ici, il y a beaucoup à dire sur ce qui se passe en Turquie. L'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, dimanche dernier, des milliers de Turcs dans la rue, plus de 1400 arrestations arbitraires, des journalistes en détention et une économie turque en extrême difficulté. Alors je me tourne vers vous, on connaît ce scénario, Raoul, justement, cette phrase d'Erdogan que l'on entend dans cette vidéo qui est très surprenante. La démocratie est comme un tramway, on le prend jusqu'à ce qu'on arrive à destination, ensuite on en descend. C'est quand même un aveu un peu troublant, non ? Il y a manifestement chez le leader turc, chez Erdogan aujourd'hui, une ambition historique. Il se situe vraiment dans la lignée de Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. C'est le deuxième refondateur de son pays. La démocratie, tant que ça lui convient, il l'intègre dans le processus et sinon, il verrouille, comme il a verrouillé l'armée, comme il a verrouillé les médias et comme il verrouille aujourd'hui les partis politiques. Oui, donc c'est un peu donnant-donnant. C'est un double. Jérôme, justement, l'Union européenne a été relativement prudente depuis les événements. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour arrêter le président Erdogan, l'Union européenne ? Alors je pense qu'il faut voir les choses dans une perspective où l'Union européenne, qui a construit sa démocratie en interne, sur le plan externe, de manière assez systématique, l'Union européenne s'est contentée de soutenir souvent des régimes autoritaires, que ce soit parce qu'on a des intérêts, accès aux matières premières, pétrole,
pour des ventes d'armes, pour s'appuyer sur un Erdogan ou d'autres pour contrôler les flux migratoires. Donc je pense qu'il y a cette question qui se pose à Bruxelles. Dans quelle mesure est-ce qu'on a vraiment tout fait pour soutenir les processus démocratiques, y compris au moment du printemps arabe, où on a, à mon avis, raté de grandes opportunités, et se dire aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on veut véritablement continuer à soutenir des régimes qui, visiblement, sont autoritaires parce qu'on a des intérêts, ou est-ce parce qu'on tient à la démocratie et qu'elle est aussi de plus en plus attaquée en interne, on vient maintenant mettre en pratique ce que l'on a prêché pendant très longtemps, à savoir une politique de soutien à la démocratie. Alors, le président Erdogan, il a déclaré cette semaine, et vous le disiez justement, vous l'avez un peu décrit, que l'Union européenne ne peut pas vivre sans la Turquie, et il sait combien son pays est stratégique pour Bruxelles. Est-ce que c'est pour cela, Michaela, que Bruxelles avance si lentement? J'ai le sentiment que c'est un peu ce qu'on est en train de dire là maintenant. Avancer vers quoi? Vers arrêter Erdogan dans le sens où arrêter ses actions. Oui. L'Union européenne n'a pas vraiment de possibilité d'intervenir en Turquie. La Turquie n'est pas un pays membre. C'est un partenaire. Oui, mais elle a la possibilité de condamner. Elle a la possibilité oui, mais elle condamne en sous-sol parce que tu as quand même toujours les 2 millions de Syriens, non, n'est-ce pas? Que Erdogan peut à n'importe quel moment lâcher sur les routes balkaniques de l'immigration vers l'Allemagne et tout ça. On lui a jamais vraiment payé toute la somme qu'il a réclamée afin qu'il garde ces gens là-bas. Tu te rappelles, Charles Michel, il y a un an, a dit ouais, c'est vrai, les États membres ont un peu oublié les paiements. Alors, cet accord sur la migration. Oui, cet accord avec l'Union européenne qui date de 2016 et où on s'était engagé de mettre quand même 6 milliards sur la table pour qu'ils gardent ces gens en Turquie. Et apparemment, des années plus tard, on n'avait pas tellement payé cette somme-là et Erdogan n'a jamais rien dit. Parce que ça l'arrangeait qu'on ne paye pas. Ouais, parce qu'il sortait ça. Et maintenant, pour finir, maintenant, la Turquie est un vecteur de stabilité pour l'Ukraine, est un vecteur il nous fournit de l'armement. Il faut l'acheter quelque part, non? Parce que c'est une puissance militaire. C'est une puissance militaire et il peut avancer, Erdogan peut avancer les négociations de paix en Ukraine s'il le veut. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Et ça, l'Union européenne a très très bien compris. Heureusement, il y a quelques experts à la Commission européenne qui connaissent bien la Turquie, pardon, et qui sont là comme Jean-Christophe Filori, qui sont en poste depuis plus de 20 ans. Et heureusement, il y a une continuité là-bas et on connaît bien et l'esprit turc de négociation et Erdogan lui-même. Si on rentre un peu dans ces relations Bruxelles-Ankara, on sait qu'il y a un réel partenariat de la Turquie avec l'Union européenne sur l'immigration, comme on l'a dit, mais également sur l'Ukraine. La Turquie était invitée à Londres pour participer à cette coalition des volontaires. Elle a annoncé qu'elle pourrait envoyer des troupes de maintien de la paix et des dialogues de haut niveau, notamment sur l'économie et l'immigration entre Bruxelles et la Turquie, sont prévus pour avril. Alors Raoul, justement, au vu des circonstances, est-ce que ces négociations doivent avoir lieu? En tout cas, ce dialogue avec la Turquie. Alors la Turquie a inventé une forme de diplomatie qu'on appelle le plurialignement. 30 secondes de pédagogie, si vous le permettez. Absolument. Parce que c'est tout à fait nouveau et intéressant. C'est l'idée que l'on peut être à la fois dans un camp et dans l'autre en fonction de ses priorités. La Turquie ne sanctionne pas la Russie. La Turquie a acheté de l'armement russe, ce qui l'a pénalisé vis-à-vis des Américains à un moment donné pour l'acquisition des F-35. La Turquie, on le sait, a violé à un moment donné les frontières de la Syrie, laquelle Syrie aujourd'hui est d'une certaine manière satellisée par la Turquie. La Turquie occupe le nord de Chypre, etc. Oui. Donc voilà un animal politique et diplomatique assez inhabituel, atypique, dont nous avons besoin parce que géopolitiquement, c'est véritablement le pays qui fait le lien entre le monde occidental, en gros, le Moyen-Orient et le Sud global, et qui est quelque part bien vu tant d'un côté que de l'autre, et même en Russie, puisque, comme vous le savez, Erdogan a offert non seulement de participer à la coalition des volontaires, mais il a déjà fait œuvre de médiateur, avec un succès relatif, entre l'Ukraine et la Russie. Oui, mais justement, ce plurialignement. Alors, Jérôme, ce que vous dites est intéressant parce que ce n'est pas que la Turquie. J'imagine qu'il y a aussi d'autres pays qui utilisent ce genre de stratégie. L'Inde, voilà, probablement. Et vous l'avez dit, la Turquie, à un moment donné, a été critiquée pour avoir contourné les sanctions européennes en Russie. C'est quoi le positionnement réel de la Turquie pour vous, Jérôme? J'ai entendu ce que vous disiez, Raoul, mais vous, Jérôme?
Alors moi je pense que, alors sur la question du dialogue avec la Turquie, à mon avis, ancien diplomate que je suis, je pense que le dialogue est important avec tous. Encore faut-il savoir ce que l'on veut et ce qu'on attend d'un tel dialogue. Et souvent, ce qui pêche côté européen, c'est qu'on n'a pas forcément la vision, la stratégie, la compréhension fine. Un pays comme la Turquie aujourd'hui, c'est évidemment des relations bilatérales avec l'Union européenne, mais c'est le rôle de la Turquie au niveau régional, dans une situation régionale particulièrement complexe. Donc il faut arriver à voir de manière très fine quel rôle au pluriel joue la Turquie. Et finalement, qu'est-ce qu'on attend de ce partenariat et d'avoir ce qui manque souvent dans notre approche, c'est qu'on a une approche trop en silo, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche avec la Turquie sur une thématique en particulier, au lieu de voir la Turquie comme un acteur qui peut, au niveau régional, dans ses relations avec l'Union européenne, comme au niveau global, être un... Et notamment, est-ce que notamment au niveau de la candidature de la Turquie au niveau de l'Union européenne, parce que c'est justement un des sujets importants, c'est la libéralisation des visas pour les Turcs, et c'est en négociation depuis très longtemps et on sait que c'est en suspens. Est-ce que c'est le moment justement de faire des concessions à la Turquie à ce niveau-là? Parce que vous parliez justement des silos. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas une vision réelle, est-ce qu'on fait des concessions? Je parle sous le contrôle de ces deux messieurs, Oui. mais je ne pense pas que Erdogan, je ne sais pas la Turquie, Oui. mais je ne pense pas qu'Erdogan veut intégrer l'Union européenne. C'est encore une fois sa manière de négocier avec les Européens et de les tenir en main et de dire tu veux mon aide, bah, tu fais ce que je te dis. Il s'en fout. La Turquie ne voudra jamais intégrer la politique agricole commune européenne, t'imagines, ni sa politique d'immigration. La Turquie veut être reconnue en tant qu'État européen. Et c'est ça qu'on lui a refusé pendant très longtemps. On lui a refusé le statut de pays européen car il n'a qu'un quart sur le continent européen. La Turquie veut être reconnue en tant que pays civilisé, européen, avancé et démocratique, n'est-ce pas? Parce que la démocratie turque, elle fonctionne. Oui. Il y a des dérapages, mais elle fonctionne. Il y a des dérapages quand même, oui. On le voit en ce moment. Oui, disons. oui, mais pour Erdogan, elle fonctionne. Ouais. On ne parle pas des Turcs ici, hein, on parle de Recep Tayyip Erdogan. Et voilà, et l'Union européenne sait très bien ça, sait très bien que ça c'est la manière de négocier à Erdogan et qu'avec lui on arrive toujours à une entente, même de courte durée, même très fragile, mais qu'on y arrive toujours, mais il faut laisser du sien. Alors justement, maintenant parlons un peu des Turcs eux-mêmes. Apportons une voix turque et écoutons Bahar Kim Yongun, un journaliste belgo-turc basé à Bruxelles, sur ce qu'il pense du président Erdogan. On l'écoute. Erdogan voit que c'est la fin, il voit que son règne est finissant, que son empire s'effondre et que le prochain président de la République de Turquie sera Ekrem İmamoğlu. Il voit que Trump bombarde le Yémen, on a la crise avec Taïwan, il y a la guerre d'invasion russe en Ukraine et donc il s'estime légitime, lui aussi, de prendre part à cette bataille. Il dit à l'Europe je veux bien être le rempart de l'Europe face à Poutine, mais laissez-moi devenir le Poutine turc. Laissez-moi devenir le Poutine de l'Europe occidentale. Et il se comporte exactement comme l'adversaire des Européens, sauf qu'on lui donne le feu vert pour cette répression. Alors c'était Bahar Kim Yongun. Ce qu'il dit fait aussi écho à une analyse récente du magazine Foreign Policy qui dit que la Turquie veut maintenant être une puissance européenne. C'est ce que vous disiez, Miraela. Alors justement, je me tourne vers vous, Raoul. Puissance européenne, vous y croyez, vous, justement ? Le Poutine européen, c'est intéressant ce qu'il dit. Si vous me permettez de réagir immédiatement à ce qu'a dit votre interlocuteur, je ne suis pas du tout sûr qu'il y a un parallèle à faire entre la Russie de Poutine et la Turquie d'Erdogan, pour des raisons économiques évidentes, et parce que voilà, la Turquie, jusqu'à nouvel ordre, est quand même membre de l'OTAN et proche, de ce point de vue-là quand même, des thèses que nous défendons. Alors maintenant, et il affirme aussi de façon assez péremptoire que le maire d'Istanbul sera le prochain dirigeant turc. Là aussi, prudence. Je crois que le président Erdogan est bien décidé, et là c'est la dérive qu'il faut craindre, à se maintenir au pouvoir, peut-être par des élections anticipées ou autres. Quel pouvoir, de quels instruments disposons-nous ici en Europe pour
influer sur la situation politique interne en Turquie? Là, moi, j'aimerais le savoir. D'autant que il n'y a pas d'échéance électorale proche en Turquie et que les manifestations, on le sait, mobilisent surtout les grandes villes, mais pas les campagnes, pas l'est de la Turquie. Donc, j'aimerais nuancer déjà le propos. Ensuite, pour revenir à votre question, à savoir que oui, bien sûr, géopolitiquement, on l'a déjà dit, ce pays est indispensable. Ce pays joue, c'est une diplomatie multicarte, c'est une armée puissante également. Bref, qui a l'oreille du Sud global. Nous autres Européens, je ne sais pas si mes collègues seront du même avis, mais avons-nous l'oreille du Sud global comme la Turquie peut l'avoir? Est-ce que dès lors, nous n'avons pas besoin d'un pays comme celui-là, proche et lointain à la fois? Jérôme, est-ce que vous êtes d'accord justement sur aussi la prudence par rapport à ce qu'a dit cet auteur belgo-turc et surtout sur le fait que le mandat d'Erdogan se termine en 2028? Est-ce que c'est vraiment la fin de l'ère Erdogan, selon vous? Alors j'aimerais avant réagir à ce point, à mon avis, très important, souvent de Bruxelles. Oui. Bruxelles, je t'aime. On a tendance à regarder le monde uniquement de notre microcosme bruxellois, en oubliant que le monde, la Turquie, est regardée évidemment de Bruxelles, mais elle est aussi regardée de Pékin, de Pretoria, de Brasilia, évidemment de Moscou. Et donc il faut parfois aussi se dire avec une certaine humilité, nous sommes un acteur, nous pouvons l'être beaucoup plus que nous le sommes aujourd'hui, j'en reste convaincu, mais le monde est fait aussi de plus en plus d'autres pôles de pouvoir. La question, est-ce que Erdogan restera au pouvoir ou pas, je dirais c'est aux Turcs d'en décider et de leur laisser la possibilité peut-être d'en décider. La question vue de Bruxelles, pour le coup, c'est est-ce que nous avons un véritable intérêt à une démocratisation de la Turquie par rapport à tous les intérêts que nous avons d'avoir une relation avec un Erdogan tel qu'il est aujourd'hui pour les différents volets sécuritaire, migration et commerce, etc. Et là, j'en reviens vraiment à cette question. Je ne suis pas sûr que, vu de Bruxelles, la démocratisation en Turquie et dans le reste du monde soit aujourd'hui une priorité. Alors, pendant ce temps, tous les regards sont tournés vers le gouvernement hongrois qui réprime également les droits fondamentaux. La semaine dernière, le Premier ministre Viktor Orban a déclaré qu'il interdirait la parade annuelle de la Gay Pride cette année et permettrait à la police d'utiliser la reconnaissance faciale biométrique pour identifier les personnes afin de faire respecter l'interdiction. Cette décision, qui aspire à protéger les enfants contre l'idéologie woke, a suscité l'indignation ici à Bruxelles. Mihaela, je me tourne vers vous. La loi suggère que les manifestations publiques d'homosexualité sont liées à une question de protection de l'enfance. Certains députés européens ont déclaré que la Hongrie devait être sanctionnée en raison de cette nouvelle loi anti-LGBTIQ. Quel est votre avis là-dessus ? Pas vraiment d'avis, sinon on remarque on remarque qu'Orban je vais te faire sourire, ne suit pas les recommandations de la Commission européenne en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle qui, selon les recommandations de la Commission européenne, devrait être interdite quant à la reconnaissance faciale, vocale, etc. Donc il enfreint la loi. Il enfreint une recommandation européenne. Oui, quelque part les droits humains. Après, Orban, ce que notre collègue turc disait tout à l'heure, la fin du règne s'applique plus à Orban qu'à Erdogan, parce qu'Orban, il a donc des élections l'année prochaine en Hongrie, 2026. Il a un vrai candidat qui vient derrière, qui le pousse, comme le piston d'une seringue, tu vois. Peter Magyar, beaucoup plus jeune, plus beau, avec un discours beaucoup plus cohérent, centre. Alors Jérôme, est-ce que l'Union européenne doit réagir ? Parce que là, c'est un pays européen. On sait qu'il y a eu aussi beaucoup de sanctions européennes sur l'état de droit. On l'a vu en Hongrie il y a quelques années. Est-ce qu'il faut réétablir cette agressivité un peu
qu'on avait avant avec la Hongrie? Alors, je pense que la Commission européenne, les institutions européennes, évidemment, se doivent être gardiennes de l'état de droit, des libertés dans tous les pays de l'Union européenne. Le cas de la Hongrie est exemplaire et on a raison évidemment de s'y attarder. Ce qui s'y passe est très problématique à bien des égards, mais je pense qu'il faut aussi voir qu'on est dans une situation où peut-être qu'au centre aujourd'hui, ici à Bruxelles, l'état de droit, est-ce que c'est une préoccupation aussi grande qu'elle ne l'était il y a quelques années, il y a quelques décennies? On peut se poser des questions sur la façon dont la présidente de la Commission européenne, sur certains dossiers, va agir d'une façon où on se dit, mais est-elle elle-même en train de saper les fondations de l'état de droit? Donc ce qui se passe en Hongrie est inquiétant, mais il faut évidemment regarder aussi ce qui se joue à Bruxelles. Oui, alors justement, Raoul, le président américain Donald Trump a signé des ordres exécutifs contre la communauté LGBT, on l'a vu récemment, et contre les mouvements woke en général. Est-ce que, du coup, il a décomplexé l'extrême droite sur ces sujets? C'est-à-dire, est-ce que potentiellement ça présage du pire pour l'Europe? Il y a une impunité d'atmosphère qui règne maintenant, et à l'exemple de Trump, d'autres chefs de gouvernement haussent le ton, vont de l'avant, et permettez-moi d'élargir un peu la focale. Manifestement, la Hongrie, d'autres pays ne respectent pas les codes, l'état de droit tels que nous les voyons de Bruxelles. Mais si l'on retournait un peu la question, nos démocraties vieillissantes, un peu rouillées, sont quelque part mises en défi par ces régimes qui connaissent des dérives autocratiques. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous, Européens, de nous réinventer, de réfléchir aux valeurs que nous défendons, et à ce moment-là, de pouvoir véritablement dialoguer avec ces pays? Je retiens, c'est donc le moment pour l'Union européenne de se réinventer. Eh bien, c'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à notre panel et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Euronews pour plonger dans un autre sujet de préoccupation, celui de la guerre entre Israël et le Hamas. À très bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime, le talk-show hebdomadaire d'Euronews. Alors que toute l'actualité se concentre sur les tentatives de mettre fin à la guerre en Ukraine, on a l'impression que le Moyen-Orient a été oublié. La semaine dernière, un fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier a été brisé lorsqu'Israël a frappé Gaza, tuant des centaines de personnes. En retour, le Hamas a lancé des roquettes sur Israël. Ce mercredi, de nombreux Palestiniens sont descendus dans les rues pour protester contre le Hamas, appelant à la fin de la guerre. Alors Raoul, je me tourne vers vous. Les raisons de cette rupture de cessez-le-feu ne sont pas très claires, avec l'un, le Hamas parlant de rupture unilatérale, l'autre du refus du Hamas de libérer les otages israéliens. Alors pourquoi en fait est-ce que Israël a rompu ce cessez-le-feu? Mais il y a des explications d'ordre interne d'abord, parce que, comme vous le savez, les partis d'extrême droite s'étaient à un moment donné retirés de la coalition gouvernementale de Netanyahou, précisément parce qu'il avait signé ce cessez-le-feu. Il a besoin de l'apport de ces partis, notamment du ministre Ben Gvir, qui est revenu, pour le coup, dans la coalition pour faire passer le budget qui sera adopté probablement. Donc ces raisons internes dictent d'une certaine manière aussi la décision de Netanyahou de maintenir la pression d'une manière qui est tout à fait scandaleuse, bien sûr, puisqu'il y avait un calendrier de retrait, non seulement de cessation des hostilités, mais de retrait de l'armée, de retrait de Tsahal, qui n'a pas été respecté. Et on peut le dire d'une formule, c'est la politique du pire, parce que le Hamas ne sera jamais désintégré, parce que Gaza est en ruine et il y a un plan des pays arabes visant à la reconstruction avec des fonds internationaux et arabes. C'est cela qu'il fallait démarrer. Et je conclurai en disant c'est très préoccupant parce que si un début de cessez-le-feu est bafoué de telle manière, Zelensky doit se dire mais je risque de connaître le même sort si le cessez-le-feu est signé avec Poutine. Alors Jérôme, justement, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont furieux contre leur propre gouvernement, on le voit de plus en plus, et des Palestiniens de l'autre côté furieux contre le Hamas. Comme d'habitude, est-ce que ce n'est pas justement ceux qui sont au pouvoir qui ne prêtent jamais véritablement attention aux gens ordinaires, enfin, qui sont eux les premières victimes?
Oui, alors évidemment, c'est une question fondamentale qui nous renvoie aussi à nos positionnements. Euh, Vous parlez des Israéliens qui manifestent depuis très longtemps, depuis avant le 7 octobre d'ailleurs, contre le gouvernement Netanyahou. Lorsque le président français, la France, donne l'immunité au Premier ministre Netanyahou pour venir en France alors qu'il a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et qu'il affirme que Netanyahou est un partenaire pour la paix, c'est un message que nous envoyons aux centaines de milliers d'Israéliens et d'Israéliennes qui manifestent dans la rue en disant: pour nous, ce qui compte, c'est pas vraiment vous qui êtes dans la rue, qui manifestez pour la libération des otages et contre le Premier ministre Netanyahou. Ce qui compte, c'est notre relation avec le Premier ministre Netanyahou. En parlant de la France, parce que vous parliez du président Macron, il a dit récemment lors de la visite du roi Hussein de Jordanie à Paris, c'était il y a quelques jours, il faut que les négociations reprennent sous l'auspice des Américains, à qui l'on doit évidemment le premier cessez-le-feu. Alors Michaela, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on doit faire véritablement confiance aux Américains à ce niveau-là? Confiance, je ne sais pas, mais il faut essayer par tous les moyens d'arrêter la crise humanitaire à Gaza. Donc ça, c'est absolument important de protéger les civils et enfin d'arrêter, sinon pas le conflit, ce qui semble impossible depuis 2000 ans, au moins arrêter maintenant les hostilités contre les civils de Gaza. Après, comme tu dis, faire confiance à l'administration Trump, ça devient de plus en plus difficile. Alors écoutons maintenant l'opinion de Taleh Darrianavar, professeur de géopolitique à Bruxelles, sur la guerre en cours et sur ses conséquences. Écoutons-le. Aujourd'hui, il n'y a personne qui respecte dans les belligérants la loi internationale, même pas les États finalement qui sont membres de ces institutions, donc je parle de Nations Unies. Et donc le droit humanitaire n'est pas respecté et Nations Unies a beau crier entre guillemets au droit international et au respect du droit international, à partir du moment où il n'est pas respecté et qu'il n'a pas les moyens de les faire respecter. Et donc, s'il y a négociation, ça sera une négociation entre les États-Unis, Israël, au vu de droit international, l'autodétermination du peuple palestinien, enfin je veux dire le droit des Palestiniens de décider de leur sort, ne sera pas respecté parce que très probablement il n'y aura pas de représentants de ce peuple dans les négociations. Jérôme, je me tourne vers vous puisque vous avez travaillé pour les Nations Unies. À quoi servent les Nations Unies dans ce conflit véritablement? Puisqu'on le voit en plus dans la vidéo, il en parle. Alors j'étais diplomate européen auprès des Nations Unies et en poste avant d'être à Genève, j'étais en poste à Jérusalem, donc j'étais dans la bande de Gaza après les destructions de 2008-2009. Difficile d'imaginer le niveau de destruction qu'il peut y avoir maintenant. Ouais. Il y a le rôle des Nations Unies, mais il y a le rôle de l'Union européenne. L'Union européenne, encore récemment, la haute représentante Kallas était à Jérusalem. Elle parle de la solution à deux États. Ouais. La solution à deux États, l'Union européenne en parle depuis très longtemps, mais en fait l'Union européenne a sapé cette solution à deux États en divisant la société palestinienne. Entre le Fatah et le Hamas, si on a cette division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, c'est parce que l'Union européenne a utilisé ces leviers en soutien à l'autorité palestinienne et en ne reconnaissant pas les élections de 2006 qui amenaient le Hamas au pouvoir, en soutenant les gouvernements israéliens successifs, dont beaucoup menés par le Premier ministre Netanyahou, sachant très bien que ces gouvernements travailler contre la solution à deux États, ne serait-ce que par la colonisation qui perdure et qui se perpétue en Cisjordanie. Ouais. Donc l'Union européenne en fait a utilisé ce levier, elle en a, non pas en soutien à la politique à deux États qui est pourtant proclamée encore aujourd'hui, mais en venant saper la possibilité de cette Raoul, vous êtes d'accord avec cette idée justement que l'Union européenne a sapé cette solution à deux États? Vous partagez ce constat? Dans une vie antérieure, j'étais directeur Moyen-Orient, Afrique du Nord aux affaires étrangères. Je peux vous dire qu'effectivement, dégager une position européenne sur la Palestine et Israël, c'est très compliqué. Oui. Donc il faut d'abord être entendu. Il est tout à fait inadmissible qu'aujourd'hui des colons palestiniens occupent une partie aussi importante du territoire de la Cisjordanie. Ils doivent s'en retirer. Il faut trouver une solution sans laquelle cette guerre entre Israël et la Palestine continuera de génération en génération. Oui. Il y a un moment de sursaut qui est nécessaire. Alors, je ne sais pas si c'est la haute représentante qui va l'incarner, si ce sera une initiative prise par la France, mon pays, la Belgique et quelques autres. Je souligne en passant que la Belgique est parmi les pays les plus dynamiques sur ce dossier. Je vous entends.
Raoul, je vous entends, le moment du sursaut est nécessaire et c'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Un grand merci à nos 3 invités ici présents et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à télécharger l'appli Euronews pour toutes les dernières infos sur ce sujet. À très bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime, le talk-show hebdomadaire d'Euronews. Eh bien, cette semaine, le président français Emmanuel Macron a tenu sa promesse de continuer à soutenir l'Ukraine en accueillant la dénommée Coalition des volontaires à Paris jeudi. Le président ukrainien Zelensky était là pour informer physiquement ses homologues sur l'état des négociations de paix dirigées par l'Arabie saoudite. Alors, cette réunion a-t-elle été un succès ? Cette semaine, en Arabie saoudite, l'administration Trump a de nouveau tenté de pousser l'Ukraine et la Russie à négocier la paix. Alors on écoute maintenant le point de vue du président Zelensky. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки. Nous avons besoin d'un mouvement en faveur d'une paix réelle, d'une sécurité garantie. Et nous en avons tous besoin. En Ukraine, en Europe, en Amérique, et tous ceux qui, dans le monde, veulent la paix dans les relations internationales. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну. La Russie est la seule entité qui fait traîner cette guerre et qui se moque de notre peuple et du monde entier. Et pour faire pression sur la Russie en faveur de la paix, il faut des mesures fortes. Потрібні сильні речі, сильні кроки. Alors le président Zelensky, là, qui parcourt le monde pour obtenir du soutien pour son pays, il n'y a pas eu de déclaration à l'issue des discussions. Mais Jérôme, je me tourne vers vous. Les États-Unis ont annoncé que la Russie et l'Ukraine s'étaient engagés à mettre en œuvre un cessez-le-feu partiel sur les installations énergétiques, ainsi qu'en mer Noire, moyennant une levée de sanctions européennes. C'est donc bien en deçà du cessez-le-feu général que Donald Trump avait prôné. Le président Macron a parlé d'un pas dans la bonne direction, mais insuffisant pour parvenir à un accord de paix durable. Alors, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie ? Alors la bonne voie, en fait, j'avais écrit un papier à l'époque, je pense que par la négociation, on aurait pu éviter la guerre. Avant 2022. L'Union européenne n'était pas... Avant 2022, vous dites ? Avant l'invasion. On aurait pu, l'Union européenne aurait pu jouer un rôle pour éviter cette guerre et la boîte à outils de la négociation n'avait pas été utilisée. On avait laissé déjà l'administration Biden et l'administration Poutine entrer dans des discussions bilatérales. L'Ukraine n'était pas à Genève ou ailleurs à la table des négociations. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format finalement similaire où c'est l'administration Trump et l'administration Poutine qui négocient, le président Zelensky qui essaie d'avoir un strapontin à la table de négociation, l'Union européenne qui n'est pas véritablement dans un rôle moteur, on réagit. Ça fait 1 an à peu près que le président Trump a dit « je vais résoudre le conflit ukrainien en 24 heures ». Qu'a fait l'Union européenne depuis 1 an pour dire et si nous, Européens, on lançait un processus de négociation et on sortait de Justement, je vous coupe parce qu'il y aura cette coalition des volontaires à Paris, 31 pays, dont l'OTAN, le Royaume-Uni, le Canada et la Norvège, pour décider d'envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine et potentiellement un traité de paix. Alors vous y croyez, Mihaela ? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a que Macron qui parle de boots on the ground. On voit que et Starmer aussi. Starmer, oui, de quoi de la bouche, parce qu'on voit que Macron reste seul là-dedans. Et d'ailleurs, il était très fâché il y a 6 mois. Ouais. La première fois, quand il a proposé ça, personne n'en a suivi. Et après, beaucoup de pays se sont demandé il y a 2 mois pourquoi Macron ne les a pas invités à Paris pour le premier sommet sur l'armement. La Roumanie, entre autres, n'a pas été invitée. Et se demandait pourquoi. J'ai téléphoné à mon ambassadeur à l'OTAN. Il m'a gueulé au téléphone. Il m'a dit, mais est-ce qu'on a soutenu Macron pour les boots on the ground? Non, on ne l'a pas fait. Voilà, donc Macron, encore une fois, est isolé là-dessus. La paix faite par Trump, j'y crois pas du tout. Trump fait ce que Poutine lui dit de faire. Il est absolument endetté vis-à-vis de Poutine, financièrement, mais moralement aussi. C'est la marionnette de Poutine ces jours-ci. Et donc, la pauvre Ukraine, elle est complètement vendue. Si on écouterait l'administration de Washington. Après, les Européens essayent d'éteindre le feu. Je ne sais pas s'ils arrivent. Ce que je vois de bien là-dedans, c'est un rapprochement entre l'Union européenne et Londres. Ça, c'est un très bon point. Et on aura aussi le sommet de 19 mai à Londres. Parce que dans toute adversité, il y a quelques rapprochements qui se font et qui pourront être de longue durée. Et ça, Raoul, le camp, justement, Trump d'un côté et Macron-Starmer de l'autre,
finalement, comment on va la faire, cette paix? Vous croyez à quelle solution réelle? Ne soyons pas trop pessimistes. Je crois qu'il y a eu quand même... J'allais vous demander si vous étiez plus optimiste que nos deux autres invités. Je crois qu'il y a un sursaut. Écoutez, on ne peut pas faire confiance à Poutine et aux négociateurs russes, quelle que soit la forme que prendra le cessez-le-feu. Donc ce que nous devons, nous, Européens, nous devons faire, et je crois que là le message est passé, c'est consolider la résistance de l'Ukraine. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés sur le plan militaire, c'est vrai qu'on n'a pas tous les appareillages qui permettent le renseignement, etc. Et qu'il faudra suppléer au retrait éventuel des Américains. Mais je crois qu'on va pouvoir le faire, d'autant que les Ukrainiens, depuis 3 ans, se sont quand même bien battus. Et que les Russes n'ont pas occupé heureusement d'ailleurs, une large part du territoire de l'Ukraine. Alors voilà, la Grande-Bretagne pour le coup, et moi je ne parlerai pas de l'Union européenne, avec tout le respect que j'ai pour les institutions, mais de quelques nations qui ont pris cette coalition dans laquelle je voudrais notamment saluer la Pologne, parce qu'elle préside l'Union européenne, que le slogan de la présidence polonaise, où j'étais ambassadeur, un pays que j'aime beaucoup, c'est « Europe, sécurité ». Et donc voilà un pays de la ligne de front qui a compris qu'il doit jouer davantage et qui joue la carte européenne, alors qu'avant, vous savez, les Polonais et les Américains étaient très très proches et les Polonais ne comptaient que sur la solidarité transatlantique. Eh bien, si la guerre en Ukraine nous a fait a contribué à ce sursaut géopolitique en quelque sorte, c'est un signe d'espoir. Jérôme, j'aimerais réagir peut-être parce que je pense que ce qui fait défaut depuis très longtemps, c'est qu'on a une approche de notre relation à l'Ukraine et à ce conflit, une approche qui est premièrement militaire. Or, tous les experts militaires, je n'en suis pas, semblent s'accorder à dire qu'il n'y aura pas d'issue militaire à ce conflit. Et la question aujourd'hui, dans tout ce que je vois, c'est finalement cette idée, il faut continuer à alimenter le conflit, parce que c'est ce qu'on fait quand on vient fournir des armes à l'Ukraine, sans qu'il y ait une vision politique de comment est-ce qu'on va sortir de ce conflit. Et pour moi, alors c'est l'expert en négociation qui parle, mais la solution sera nécessairement négociée, et qui dit négociation dit que de toute façon, il y aura des compromis à faire. Les compromis, on aurait pu éviter de les faire si on avait négocié avant la guerre, et il y avait un potentiel. Oui, mais la solution, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force quand même. Donc il faut que les Ukrainiens soient forts pour négocier. Mais la solution sera, comme vous le dites, a priori négociée. Alors, il faut que ça le soit, et c'est sur ce point intéressant que nous pouvons conclure cette conversation. C'est la fin de l'émission Bruxelles Je t'aime. Merci à tous nos invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.